En Ariège souffle le vent de l'histoire du Moyen-Âge à nos jours. Témoin d'un passé exceptionnel, le château de Foix, avec ses 3 tours, fait partie des grands sites d'Occitanie. Sur son piton rocheux, le château et son imposante stature dominent la ville médiévale. Par sa position au confluent de l'Arget et de l'Ariège, le château ariégeois avait un rôle stratégique. Contrôler l'accès vers la vallée de la Haute-Ariège, surveiller le bas pays et protéger les comtes derrière ces hautes murailles imprenables. Construit en l'an 1000, le château de Foix est le symbole de la puissance d'un comté farouchement indépendant et engagé dans la défense de la cause cathare. Résistant à bien des assauts, le château de Foix n'a jamais été vaincu. À l'intérieur du château et de ses 3 tours, où le temps semble s'être figé, on découvre la grande salle du banquet, la chambre du comte, la salle des armes, le scriptorium. Toutes les pièces sont aménagées et meublées comme si Gaston Phébus et sa cour occupaient encore les lieux. Une belle grimpette d'environ 30 minutes et 150 mètres de dénivelé mène au Pog, éperon rocheux, sur lequel se dressent les ruines du château de Montségur. Culminant à 1207 mètres, il abrita une communauté cathare qui résista pendant 10 mois aux armées royales avant d'être détruit pour être reconstruit. Les châteaux de Montségur, Puylaurens, Quéribus et Perpertuse sont nommés à tort châteaux du pays cathare, alors qu'aucun cathare n'y a jamais vécu. Le catharisme s'est développé dans le midi de la France au XIIe siècle, en opposition au catholicisme. Basée sur le christianisme, cette religion critique la richesse ostentatoire et l'abus de pouvoir de l'Église romaine. Les cathares revendiquent une religion plus proche de la chrétienté primitive, respectant l'idéal de vie et de pauvreté du Christ. Profondément ancrés à Albi, les cathares seront aussi appelés albigeois. La religion cathare est rapidement considérée comme une hérésie par l'Église romaine, car elle va jusqu'à remettre en cause la religion catholique. Les catholiques tentent tout d'abord de les convertir par la prédication. Mais les cathares étant difficiles à convaincre et leurs croyances prenant de plus en plus d'ampleur, la croisade contre les albigeois est lancée. Elle va durer 20 ans, de 1209 à 1229, mêlant guerre de religion et conflits politiques. À l'issue de la croisade contre les albigeois, les cathares ayant été massacrés, tués ou brûlés, le roi entend bien asseoir son pouvoir sur un territoire nouvellement conquis. Pour y arriver, est érigée en quelques décennies une série de sites défensifs dominant les vallées, épousant les reliefs accidentés, éléments de défense face à la puissante couronne d'Aragon. Ces véritables nids d'aigle offrent aujourd'hui leurs murs éventrés, leurs cours battus par les vents et leurs enceintes concentriques, au pas des promeneurs épris de solitude et de vue à 360 degrés. Au cœur du massif du Fenouillède, à la frontière des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, s'étendent sur 2 km les gorges de Galamus, un site naturel grandiose aux parois calcaires vertigineuses. Creusé au fil du temps par les eaux tumultueuses de l'Agly, ce territoire protégé s'admire depuis la route étroite qui traverse des paysages sauvages de toute beauté. La chapelle de l'Ermitage est perchée à 376 mètres d'altitude dans les gorges, accrochée au rocher. Un petit sentier permet l'accès à l'Ermitage.
Cucugnan, village rendu célèbre par Alphonse Daudet et sa fameuse histoire du curé de Cucugnan, est dominé par le moulin d'Homère. À 15 km de Perpignan et des plages de la Méditerranée, la forteresse de Sals, édifiée au XVIe siècle par Ferdinand II d'Aragon et Isabelle, reine de Castille, pour garder l'ancienne frontière entre la France et l'Espagne, possède une architecture impressionnante avec ses murs de 12 mètres d'épaisseur, ses galeries de contre-mines, ses tours d'artillerie et son donjon. Elle était prévue pour abriter une garnison de 1500 hommes et 300 cavaliers. Le traité des Pyrénées de 1659 redessina les territoires. Moins stratégique, la forteresse perdit alors de son importance. À partir de 1691, elle fut partiellement restaurée par Vauban. Port-Barcarès, station balnéaire née à partir des années 60, entre mer et étang. Une curiosité, un paquebot ensablé volontairement en 1967, le Lydia, ancien bateau de croisière qui assura jusqu'en 1966 la ligne régulière entre Marseille et Beyrouth. Perpignan, chef-lieu du département des Pyrénées-Orientales, est catalane avant d'être française. Le Castillet est l'ancienne porte principale de l'enceinte médiévale qui permettait d'entrer dans la ville. Son climat méditerranéen et ses 300 jours de soleil par an ont de quoi séduire, surtout que la ville profite d'une histoire et d'une culture très riche, teintée d'une forte identité catalane. L'étang de Canet-Saint-Nazaire est un paysage, une lagune dans laquelle se reflète le Canigou enneigé. Quelques barques sur l'étang et quelques cabanes de pêcheurs en roseaux sur les berges complètent le tableau. Les 1100 hectares appartenant au Conservatoire du Littoral font partie du site Natura 2000. Érigée sur un oppidum, l'ancienne cité épiscopale d'Elne présente un patrimoine majestueux. La cathédrale romane du XIe siècle annonce le fascinant cloître. Considéré comme l'un des plus beaux d'Europe, il est un riche témoin de la sculpture médiévale roussillonnaise. Construit entre les XIIe et XIVe siècles, tout de marbre blanc veiné de bleu, il vous fait traverser deux époques, deux styles. Le roman et le gothique, avec comme fil unificateur ses arcatures en plein cintre romanes et l'extraordinaire luxuriance des motifs, animaux fantastiques, végétaux, de ses chapiteaux et piliers. La côte Vermeille est le nom donné à la côte des Alberts. Elle commence au sud d'Argelès-sur-Mer, sur la plage du Racou, et se prolonge jusqu'à la frontière espagnole, à Portbou, en passant par Collioure, Port-Vendre, Bagnoul-sur-Mer et Cerbère. Elle correspond à l'endroit où le massif pyrénéen rencontre la Méditerranée. Le rivage méditerranéen des Pyrénées est depuis le 1er février 2002 inscrit par l'UNESCO sur la liste indicative du patrimoine mondial. Vue d'en haut, c'est une carte postale. Port catalan, village de pêcheurs, patrimoine médiéval et couleurs ensoleillées de la côte méditerranéenne, 320 jours de soleil par an. Voilà pourquoi Matisse, Derain et Picasso ont décidé de planter leur chevalet à Collioure, connu aussi sous le nom de perle de la côte Vermeille. Pour une balade iodée, le port de plaisance est devenu l'emblème de la ville. Qu'on y aille le matin pour accueillir les pêcheurs,
les petites barques colorées rapportant les anchois fraîchement pêchés, le midi pour une pause gourmande ou le soir pour admirer les lumières de la baie, le port de Collioure est animé à chaque moment de la journée. Avec son clocher qui semble vouloir prendre le large, l'église Notre-Dame-des-Anges incarne le symbole de la cité. Le clocher était à l'origine un phare. Port-Vendre, port de pêche le plus actif du Roussillon, port de plaisance et station balnéaire. Port-Vendre tient son nom de Portus Veneris, le port de Vénus, dernier port français en eau profonde avant l'Espagne. Cette cité catalane traditionnelle est animée toute l'année par ses activités portuaires. Le port de plaisance de Port-Vendre est une escale très appréciée par tous ceux qui pratiquent la navigation hauturière. Le phare du Cap Béart est situé à l'extrémité de la pointe Béart, à 800 mètres au sud-est de Port-Vendre sur la côte Vermeille. Blotti au creux des Pyrénées, une plage, un port, des vignes, voilà Banyuls-sur-Mer. Banyuls-sur-Mer est aussi la patrie du célèbre sculpteur Aristide Maillol. Au sud de la France, au bord de la Méditerranée et aux portes de l'Espagne, Cerbère bénéficie d'un climat et d'un ensoleillement exceptionnels toute l'année. Le Belvédère, ancien hôtel, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, fut réalisé de 1925 à 1932. Le phare du Cap Cerbère est l'ultime phare français avant la frontière franco-espagnole, appelé aussi phare solaire. Il est situé au Cap Cerbère sur la commune de Cerbère, dernière commune de la côte Vermeille, dans un paysage naturel qui en fait une halte appréciée sur le sentier de randonnée. Prat de Mollo-la-Preste est situé sur les contreforts sud du massif du Canigou en Haut-Val-Espire. Bâtie sur les rives du Tech, qu'elle surplombe dans un site de pâturage entouré de montagnes, Prat de Mollo-la-Preste fut l'une des cités maîtresses de la frontière. Cernée de remparts, sa vieille ville médiévale aux ruelles pavées de galets est dominée par le fort Lagarde. Ce dernier fut bâti par Vauban au XVIIe siècle afin de contrôler la nouvelle frontière du traité des Pyrénées. Les orgues d'Île-sur-Tête. Ces curiosités géologiques semblent tout droit venues d'une autre planète, mais il s'agit en réalité de formations en sable et argile que l'érosion a façonnées au fil du temps. Niché dans une nature verdoyante, le site des orgues offre à l'exploration les moindres recoins de ces cheminées de fées, hautes d'une dizaine de mètres. Même si les colonnes semblent majestueuses, elles sont très fragiles et soumises aux caprices des intempéries.
pied du Canigou, près de Prades, s'élève dans un cadre bucolique de verger, un monastère surmonté d'un magnifique clocher roman percé de baies géminées. Fondée au IXe siècle, l'abbaye Saint-Michel de Cuxa est de nos jours occupée par une communauté bénédictine dépendant de Montserrat. La visite de ce lieu, empreint de sérénité, nous invite à découvrir ses trésors d'architecture. La grande église pré-romane consacrée en 974, le cloître de toute beauté, en partie reconstitué, dont les chapiteaux en marbre rose sont un remarquable témoignage de la sculpture romane. Labellisée parmi les plus beaux villages de France, Villefranche de Conflans est une cité médiévale fortifiée par Vauban, inscrite comme 11 autres au patrimoine mondial de l'UNESCO, chacun d'eux témoignant d'une caractéristique de sa pensée architecturale et militaire. Cette ancienne cité marchande, capitale du Conflans, a gardé de très belles traces de son histoire et de son statut de site défensif. À découvrir, les remparts renforcés par les fortifications de Vauban au XVIIe siècle. Son ingénieux aménagement du chemin de ronde, couvert d'une toiture pour protéger les défenseurs des tirs de mousquets venant de la montagne. Un souterrain de 734 marches relie Villefranche de Conflans au fort Libéria. Sentinelle perchée dominant la cité, le fort offre un cadre incomparable. L'occasion d'arpenter les chemins de ronde, à la recherche des soldats embusqués dans les galeries de Contrescarpe ou à la rencontre des vilaines empoisonneuses cachées dans quelques prisons souterraines. Villefranche de Conflans est également le point de départ du train jaune, symbole du pays catalan, dont il porte fièrement les couleurs et véritable prouesse technique qui, historiquement, permettait de relier les hauts plateaux cerdans au reste du département. Aujourd'hui, le train jaune est un emblème touristique aussi inattendu qu'incontournable. Si c'est le terminus, là, c'est ah bon, toilette. La toilette, c'est là. Postée à 1600 mètres d'altitude, en plein cœur des Pyrénées catalanes, au carrefour du Conflans, du Cap-Cyr et de la Cerdagne, la cité de Montlouis, fondée au XVIIe siècle à la demande du roi Louis XIV pour sécuriser ce territoire, suite au traité des Pyrénées de 1659,
est la ville fortifiée la plus haute de France. Construite par Vauban de 1679 à 1681, cette ancienne place forte peut également s'enorgueillir d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des fortifications de Vauban. À découvrir au fil d'une promenade, la Porte de France, les remparts et le four solaire datant de 1949. L'accès à l'abbaye Saint-Martin du Canigou se fait uniquement à pied, compté de 30 à 50 minutes de marche. Possibilité de monter en navette 4x4 avec chauffeur en saison estivale grâce au service d'une compagnie. Édifiée sur un piton rocheux, l'abbaye Saint-Martin du Canigou a été fondée en 1009 par Guy-Fred II, comte du Conflans et de Cerdagne. L'ancienne abbaye bénédictine Saint-Martin du Canigou a connu ses heures de gloire jusqu'en 1783 où elle fut abandonnée, confisquée pendant la Révolution puis rachetée par un propriétaire de la région. Elle se relève de ses ruines au XXe siècle et fut restaurée par le peuple catalan. Dès 1988, l'abbaye est confiée à la communauté des Béatitudes qui a pour mission la prière et l'accueil spirituel et touristique. L'abbaye Saint-Martin du Canigou est une étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Le site classé du lac des Bouillouzes, au pied du massif du Carly, offre des paysages de haute montagne exceptionnels. Il constitue l'un des plus grands lacs des Pyrénées françaises. L'eau est ici omniprésente. Tourbières, étangs et rivières parcourent le site, abritant une flore et une faune particulièrement riches. Au départ du lac des Bouillouzes, à 2020 mètres, la boucle des étangs du Carly, sublime randonnée, qui se déroule dans le massif du Cap-Cyr, permet de découvrir une ribambelle de lacs, car ce sont en effet pas moins de 9 lacs d'altitude qui vous attendent, tels des joyaux posés là dans la montagne.